Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes pour commencer le témoignage stimulant d'une sexologue musulmane d'obédience soufie qui officie dans le Val d'Oise. Nadia El Bouga est croyante, voilée et féministe et contre l'obscurantisme et la mise sous tutelle des femmes. Elle préconise l'éducation sexuelle en profondeur et les orgasmes libérateurs. Il fallait y penser. L'actualité, c'est la crise politique alarmante au Liban, comparée ce matin à un avion sans pilote. Le Premier ministre Saad Hariri, invité de force depuis 10 jours en Arabie Saoudite, a donné sa démission, n'est toujours pas rentré au Liban. Le Liban, précisément, est-il pris en otage dans le bras de fer qui oppose l'Arabie Saoudite sunnite à l'Iran chiite, représenté à Beyrouth par le Hezbollah. Une fracturation du pays est-elle à craindre? On en débattra et dans la troisième partie de l'émission, les bambins, Sardier et Saltiel évoqueront le référendum australien sur le mariage gay, un référendum postal, et les étudiants étrangers découragés aux États-Unis sous l'ère Trump. Pas tout à fait étonnant. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Frédéric Saïs. Bonsoir Elisabeth. Billetiste politique de France Culture à 8h16 tous les matins. Je vous signale que c'est très tard par rapport à notre amie Nadia. Grâce mat. Qui est dépotron-miné à 7h-4 sur l'antenne d'Europe 1. Il n'y a pas de concurrence, donc je peux parfaitement vous annoncer. On est ravis de vous accueillir dans notre giron, cher Frédéric. Bonsoir Nadia El Bouga. Bonsoir. Indubitablement, c'est vous, même foulard et même collier, absolument, que sur la couverture de la sexualité dévoilée, votre essai paru chez Grasset. Il y a une avalanche de livres en ce moment, de femmes qui interrogent sexe et islam. Leïla Slimani, il y a quelques semaines, on l'a reçue, qui a fait témoigner des tas de femmes au Maroc, vous, et puis aussi un collectif sous la direction de Sophia Bentounès, une femme qui parle de sexe. C'était subversif en terre d'islam, et ça l'est de moins en moins? Alors, ça l'est toujours. Ah oui. Ça l'est toujours. En revanche, effectivement, là, il y a urgence. On ne peut plus continuer comme ça. On arrive à un stade où, effectivement, il est temps, grand temps maintenant, que toutes les femmes, et pas qu'une tranche de femmes privilégiées socialement. Exactement, que toutes les femmes maintenant se reprennent ou prennent tout simplement la place qui est la leur. Et c'est donc dans un cabinet à Garges-les-Gonesse ou sur une antenne de Beurre FM, pour ne pas la nommer, et avec quelques accessoires assez intéressants que vous faites ça régulièrement. On va voir ça dans votre portrait, votre empreinte digitale. Regardez, réalisée par Olivier Bouquereux, Nadia El Bouga. Quand on tape le prénom Nadia associé au préfixe El sur Internet, on tombe en premier lieu sur une certaine Nadia El Mansour, espionne de fiction échappée du célèbre bureau des légendes d'Éric Rochant. Vous, Nadia El Bouga, vous êtes bien réelle, vous n'espionnez personne si ce n'est nos fantasmes les plus enfouis, et votre bureau, en passe de devenir légendaire, se situe dans un cabinet à Garges-les-Gonesse. Le site internet qui vous est dédié nous apprend, petit 1, que vous êtes ancienne sage-femme, aujourd'hui sexologue clinicienne, diplômée d'un cursus universitaire. Petit 2, que vous portez sans contrainte le voile. Et petit 3, que vous dévoilez, non pas votre sexualité, mais la sexualité en général, dans un livre que vous voulez féministe. Sur la radio Beurre FM, votre deuxième bureau, puisque vous y tenez une chronique sexo hebdomadaire, ce voile vous a valu le sobriquet d'OVNI, objet voilé non identifié. Fille d'immigrés marocains très ouverts d'esprit et mère de 2 enfants, vous êtes loin d'être un objet, mais vous acceptez l'étiquette si elle permet de réconcilier l'islam avec ce qui est selon vous sa vraie nature, humaniste. Je me rends compte qu'effectivement, le rôle du partenaire, notamment pour le vaginisme, est fondamental. Ce qui vous caractérise et qui, comme votre voile, intrigue, interroge et parfois dérange, c'est votre goût du sans tabou. Vous parlez de tout et avec tous, qu'ils soient hommes, femmes, homo, hétéro, musulmans, juifs, polonais, syriens, kurdes, etc. Sur Instagram, au hashtag Nadia El Bouga, associé au hashtag shopping, et oui, on trouve cette drôle de photo de votre livre et d'un sac à main. Aujourd'hui, la sexualité s'achète au supermarché. Pour finir, Nadia El Bouga, une question, très personnelle pour une fois. Si j'ai des petits soucis d'éjaculation précoce, puis-je venir vous consulter? Eh bien, en voilà un dont la réputation est cuite. Sans rire, votre consultation est ouverte à tous? Oui, tout à fait. Hommes, femmes, religieux, non, laïcs, enfin quoi? Oui. Oui. Les problématiques sexuelles n'ont pas de religion ou
ou de culture ou d'ethnie, ce sont des problématiques humaines. Donc, mais néanmoins, on y reviendra, dans les pays du Maghreb, il y a quelques particularismes, mais on va en finir avec l'éjaculation précoce pour nos amis qui nous regardent et qui seraient concernés par la question. Pourquoi est-ce qu'il y a énormément de questions qui tournent autour de cette éjaculation précoce chez les hommes qui viennent chez vous? Alors il y a deux préoccupations chez les hommes qui reviennent assez souvent. C'est la problématique effectivement d'éjaculation précoce et celle de dysérection, problématique d'érection. Bien souvent, celle de l'éjaculation précoce est liée en fait à une mauvaise gestion des émotions. Donc, pour faire assez court, ce sont des hommes qui ont plutôt une polarité émotionnelle très, très prononcée et qui ne le savent pas. Ils boivent vos paroles. Oui. Non, bien sûr que non, jamais. Et il vous arrive de débloquer les situations avec des incitations à faire bouger le bassin, la danse du ventre, toute une gestuelle. Exactement. En fait, le principe, pareil pour faire court, c'est de pouvoir reconnecter cette polarité du haut, qui est la polarité émotionnelle, avec la polarité du bas, qui est la polarité génitale. C'est le même travail également que je fais chez les femmes, hein, c'est-à-dire de pouvoir reconnecter tout ça et de pouvoir vivre cette sexualité de façon plus globale et plus holistique. Et plus comblée. Alors pour reconnecter justement, vous citez le cas de l'un de vos patients qui s'appelle Omar et qui est un peu tiraillé parce que dans sa famille, il n'a pas eu vraiment d'éducation, ses parents n'en parlaient pas de la sexualité, il a appris, si on peut dire, avec la pornographie, il cherche un peu des conseils sur les forums internet et vous êtes face à ce genre de cas relativement régulièrement. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la grande problématique actuelle, c'est que, et d'ailleurs ça pose problème parce qu'on laisse Internet faire le travail que nous devrions, nous, parents, enseignants, faire. Et donc, oui, j'ai beaucoup d'hommes qui viennent avec ces référents pornographiques et donc ils se mettent d'emblée dans une angoisse de performance et pour le coup se retrouvent avec soit une problématique d'érection, soit une problématique d'éjaculation précoce. Donc le travail consiste à les reconnecter déjà avec eux, leur propre corps et puis leurs pensées, leurs propres fantasmes et pas ceux qu'ils ont été cherchés à droite à gauche sur des images pornographiques. Nadia El Bouga, il vous arrive d'être confrontée à des jeunes filles ou des jeunes femmes qui ont été soumises à des rituels qui relèvent presque de la sorcellerie, par exemple la malle verrouillée, et là vous convoquez à la fois des connaissances anatomiques, des connaissances peut-être en psychanalyse et puis des connaissances de rituels sorciers assez archaïques. Vous pouvez nous parler de cette malle verrouillée dont souffre et qui entraîne du vaginisme? Alors il y a différents rituels effectivement. Dans le livre, je parle de celle de la malle qui est pratiquée par les mamans ou les tantes ou les grands-mères. Dans quel pays, par exemple, au Maroc? Alors au Maroc, en Tunisie également. Alors en Tunisie, c'est pas la malle. C'est le genou scarifié? Voilà, exactement. C'est le genou scarifié. Avec la petite comptine atroce? Exactement, ouais, voilà. Sens de mon petit genou, ferme mon petit trou. Exactement. Donc du coup, on peut très aisément comprendre qu'il y a un verrouillage et corporel et psychique qui s'installe. Alors pour revenir sur la malle, la malle, elle se pratique notamment dans le nord du Maroc, en milieu rural principalement. Concrètement, il faut que la jeune fille enjambe une malle cadenassée, c'est bien ça? Exactement. Alors, la malle est ouverte dans un premier temps. La maman la cadenasse. Elle fait passer donc la fille sur la malle ouverte, la cadenasse, elle refait passer sur la malle cadenassée. Et effectivement, c'est un rituel qui est très puissant puisque ces jeunes filles se retrouvent verrouillées complètement. Et d'ailleurs, il y a des récits de certains hommes qui disent qu'ils ont essayé d'avoir une relation avec une jeune femme ou une jeune fille dans le contexte d'abus sexuels. Qui a vécu ce rituel-là. Et c'est impossible. La pénétration. Et c'est ça le vaginisme, la pénétration impossible. Exactement. En gros, leur corps ne leur appartient pas. Oui. D'une certaine manière. Nadia, précisément, les questions de virginité, ça ressort de ça, oui, ce corps qui n'est plus le vôtre. Oui, la rupture de l'hymen dans beaucoup de pays musulmans, c'est très ritualisé, l'hymen est sacralisé, et on le voit, la virginité des femmes, c'est devenu un business, c'est notamment le cas au Maroc, mais aussi ailleurs, où les femmes sont contraintes, moralement en tout cas, de rester vierges jusqu'au mariage, c'est-à-dire en moyenne jusqu'à 28 ans tout de même. Elles ont de plus en plus souvent recours à ce qu'on appelle des kits de virginité, ce sont des capsules d'albumine, donc du faux sang qui va simuler la
la rupture de l'hymen. C'est moins cher que l'hyménoplastie, donc la chirurgie réparatrice de l'hymen. C'est plus facile à obtenir qu'un faux certificat de virginité auprès de son gynécologue. Ça, c'est pour le Maroc, d'autres pays musulmans. Est-ce qu'en France, vous avez des jeunes filles qui viennent vous voir pour vous dire je dois faire semblant d'être encore vierge, comment faire? Ça vous arrive? Oui, tout à fait. Il n'y a pas besoin de prendre l'avion pour constater ces phénomènes. Nous avons ça ici en France. Des jeunes filles d'origine maghrébine, d'origine africaine, et pas que d'ailleurs, qui sont obligées d'utiliser, se retrouvent obligées d'utiliser des subterfuges de ce style, tout simplement pour pouvoir jouer les vierges effarouchées, entre guillemets, le jour J. Moi, je les questionne justement sur où elles se situent, qu'est-ce qu'elles en pensent tout d'abord, pourquoi elles en souffrent, où elles se situent par rapport à elles, leurs désirs, leur corps, en dehors de tout dogme, de toute... Il y a un mot qui revient beaucoup et qui est lié à la question de Nadia, c'est l'archouma, la honte vis-à-vis du qu'en dira-t-on, on pourrait le dire comme ça, et vous dites que c'est plus inhibant finalement pour la sexualité que les interdits religieux. Exactement, c'est-à-dire que là, effectivement, Nadia, vous parliez de l'interdit religieux, d'avoir une relation sexuelle avant le mariage. Bon, ça c'est un cadre, on va dire, qui est inscrit, écrit et clair. On y adhère ou on n'y adhère pas. Mais vient au-delà de ça une autre injonction, donc il y a un double verrouillage, qui est celle de l'ahchouma. Global. Voilà, plus global, et qui est en fait une espèce d'interdit non inscrit, mais qui est reconnu collectivement. Et il vient renforcer en fait cette injonction de ne pas avoir recours à la sexualité avant le mariage, ne pas se laisser tout simplement vivre en fait clairement. Et on le retrouve même dans le cadre du mariage, c'est-à-dire qu'au-delà de la problématique de marié ou pas marié, même dans le cadre du mariage, nous avons de plus en plus de femmes et d'hommes qui sont tellement imprégnés de cette chouma-là qu'aucune libération ni psychique ni corporelle n'est envisageable. Une dernière question, Nadia El Bouga, parce que vous parlez beaucoup du Coran. Contrairement à la tradition judéo-chrétienne, la femme n'est pas chargée et coupable du péché originel dans le Coran. Comment se fait-il que les exégètes, au fil des siècles, aient chargé la femme, en effet, cet être asservi, coupable, justement? Comment ça se fait? Alors en fait, il y a eu et qu'on en arrive à cette situation que l'on connaît. Il y a eu effectivement un syncrétisme, parce que, comme je le dis, effectivement, le Coran est clair là-dessus. Nous sommes issus d'une âme unique, donc pour les croyants. Donc il y a une égalité existentielle première. Ça ne se discute même pas, parce que c'est un verset coranique qui le dit. Ce sont les exégètes hommes. Ce sont les exégètes hommes qui sont venus en fait piocher ailleurs pour venir parler de Ève qui découlerait de la côte d'Adam, et en faire toute une théorie, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres problématiques qui viennent corroborer le fait que de toute façon cette femme est inférieure à l'homme, et ce n'est plus discutable. Oui, mais justement, vous le discutez et vous déconstruisez ces exégèses. Merci Nadia El Bouga. Et avec Victoria Guérin, la sexualité dévoilée chez Grasset. Je renvoie à Beurre FM, où vous avez une chronique tous les mardis, et à votre cabinet de Garges-les-Gonesse. On passe à notre débat, merci encore, sur l'avenir du Liban, sans Premier ministre depuis 10 jours, puisque les Saoudiens retiennent Saad Hariri à l'insu de son plein gré. L'Arabie Saoudite punit-elle le Liban trop perméable à l'influence iranienne via le Hezbollah, en tentant de le déstabiliser politiquement, voire de l'étrangler économiquement? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Gorge serrée, sourire absent. 8 jours après l'annonce surprise de sa démission depuis Riyad, le Premier ministre libanais est réapparu sur les écrans dimanche dernier pour répondre aux rumeurs et aux soupçons sur sa liberté de mouvement. Je suis libre ici. Si je veux voyager demain, je voyage. Saad Hariri n'aura pas peur, et Saad Hariri va retourner dans son pays. Saad Hariri, qui affirmait cet après-midi sur Twitter qu'il sera de retour d'ici 2 jours. Les Libanais qui l'attendent restent persuadés qu'il a démissionné sous la pression des Saoudiens. En signe de soutien, son portrait a été placardé dans les rues de Beyrouth. Je ne suis pas confiant. C'est comme si un volcan était sur le point d'entrer en éruption dans la région. Nous avons déjà eu assez de guerres entre 1975 et 1990. Que Dieu nous aide. Après 15 ans de guerre civile et un conflit avec Israël en 2006, le Liban, petit pays aux équilibres communautaires fragiles, redoute d'être déstabilisé par ses voisins.
car la mystérieuse démission du Premier ministre libanais est la conséquence du bras de fer qui oppose l'Arabie saoudite et l'Iran. Riyad reproche à Saad Hariri d'être trop conciliant avec le Hezbollah, à la fois parti politique chiite, membre du gouvernement libanais, et milice armée soutenue par Téhéran. Un parti dont le leader affirme que le royaume saoudien pousse Israël à entrer en guerre contre lui au Liban. Le plus dangereux, ce qui ne nous effraie certainement pas, le plus dangereux, c'est d'inciter Israël à frapper le Liban. Coincé entre des puissances régionales qui s'affrontent, le pays du Cèdre peut-il échapper à la contagion de la guerre? Déjà en conflit par procuration en Syrie et au Yémen, l'Arabie saoudite et l'Iran peuvent-ils aller jusqu'à s'affronter au Liban? On va voir ces questions avec vous trois. Aurélie Daher, bonsoir. Vous êtes politologue, spécialiste du Hezbollah. Selon vous, le kidnapping du Premier ministre libanais par l'Arabie saoudite a réussi à choquer les deux communautés musulmanes au Liban, en l'occurrence les sunnites comme les chiites, qui semblaient pourtant irréconciliables. À côté de vous, Frédéric Ancel, bonsoir. Vous êtes géopolitologue, maître de conférences à Sciences Po, auteur de Géopolitique du printemps arabe, paru aux presses universitaires de France, que voici l'autre petit livre rouge. Et selon vous, le Liban est déjà fracturé politiquement, Frédéric Ancel. C'est structurel. Ce qui manque au Liban, c'est une conscience nationale qui prenne le dessus sur les allégeances confessionnelles. Et enfin, Manaz Shirali, bonsoir. Vous êtes politologue spécialiste de l'Iran, cette fois-ci. Selon vous, ce qui est positif aujourd'hui, c'est que les Libanais ont pris conscience du rôle néfaste et de la dangerosité de l'Iran. Il était temps qu'ils comprennent que l'Iran n'est pas leur ami. Une question d'un de nos spectateurs. Les spectateurs, oui, qui demandent si le Liban est condamné à vivre sous l'influence de l'Arabie saoudite et de l'Iran. Frédéric Ancel, il y a eu, les Libanais ont vécu sous domination syrienne, israélienne, française avant ça. Est-ce qu'effectivement, ils sont condamnés à être sous le joug de cette double domination de puissances étrangères saoudiennes et iraniennes? Et c'est un risque parce que structurellement, nous avons affaire à un pays de communautés. Il y en a 18 qui sont officiellement reconnus. Alors parmi les plus importantes, c'est évidemment les chrétiens maronites, les chiites et les sunnites. Bon. Et effectivement, vous les avez mentionnés, les puissances qui ont instrumentalisé à un certain moment de leur histoire les uns et les autres. Israël dans les années 70, l'Arabie saoudite, mais pas seulement les sunnites aujourd'hui, et ça ne date pas d'hier. L'Iran, bien entendu, mais je crois que c'est l'exemple paradigmatique avec le Hezbollah qui est créé en 82 et qui est aujourd'hui le bras armé de l'Iran dans la région. Et du coup, effectivement, l'État libanais, qui était déjà structurellement très faible, du fait, ça remonte au pacte national, du fait des prérogatives qui sont les siennes et faible par rapport aux communautés, se retrouve systématiquement tiraillé par les jeux des puissances extérieures. En même temps, pour être très honnête, les Libanais, beaucoup de Libanais le veulent bien. Je veux dire par là qu'il y a aussi une adhésion, voire une allégeance, d'abord à la confession, puis à l'État, même s'il faut le noter, il y a un vrai patriotisme de la plupart des Libanais pour le Liban. Aurélie Daher, Saad Hariri a fait savoir qu'il était libre, souverain et totalement autonome, libre de voyager, de revenir quand ça lui semblait opportun. Tout à fait. Alors, vous y croyez, puisque vous parlez de kidnapping? Personnellement, non, je n'y crois pas, mais en cela, je pense que je partage l'opinion d'une grande majorité de la population libanaise. L'entretien qu'il a donné, en l'occurrence, c'était dimanche soir, oui. Depuis Riyad, toujours, exactement comme sa démission, malheureusement, n'a pas convaincu dans l'ensemble. Il y a un certain nombre de doutes, en tout cas émis surtout en fait en Occident sur le fait que est-ce qu'il s'agit effectivement d'un kidnapping, est-ce qu'il ne serait pas libre de revenir quand il veut. Lui l'affirme en fait. En même temps, quand on regarde l'emploi du temps de sa semaine qui a précédé l'annonce de sa démission, puis sa démission qui a suivi sa démission, en fait on comprend que non, les choses ne sont pas du tout aussi idylliques qu'il aimerait le dire. Pour rappel, donc dans la semaine qui a précédé... On ne va pas faire tout son emploi du temps. Aurélie Daher. Mais donc, vous corroborez plutôt quelque chose de relativement douteux. Tout à fait. D'accord. On rappelle que son père a été assassiné, Rafik Hariri, en 2005 au Liban, et il disait qu'il était en danger à Beyrouth, Saad Hariri, il a dit. Oui, alors ça, c'est aussi une excuse qui, en fait, a été démentie par tous les appareils de sécurité au Liban, y compris les services de renseignement des forces de police, donc les forces de sécurité intérieure qui sont, en fait, clientes du courant de Hariri. Là, les deux bords politiques ont rejeté l'excuse. D'accord. Alors, revenons au problème du Hezbollah avec vous, Frédéric.
Et le chiffre du jour, 2. 2 sur 30 ministres du gouvernement sortant étaient issus du Hezbollah. C'est le ministre de la Jeunesse et des Sports et le ministre de l'Industrie. Alors dit comme ça ne semble pas avoir un poids énorme politiquement. Le Hezbollah, c'est quand même bien plus que ça, politiquement, Manassir Ali. En fait, ce qui m'a toujours étonné, c'était la très grande popularité de Hezbollah au Liban. C'est vrai que grâce au Hezbollah, Beyrouth a été complètement reconstruit après la guerre de 2006. Et que contre Israël. Voilà, mais ce qui m'a toujours étonné, que les Libanais ne se sont jamais demandé cet argent vient d'où, et il est quand même très très dangereux d'avoir une force d'armée qui est dirigée par un pays étranger. C'est une milice, c'est un parti politique, pardonnez-moi, mais pour les gens qui ne savent pas bien ce que représente le Hezbollah libanais, c'est En fait, personne n'a vraiment jamais rien compris de ce qui se passe réellement à l'intérieur du Hezbollah, parce que à la fois c'est une milice, à la fois c'est un parti politique, mais à la fois il est complètement lié à l'Iran, malgré le fait que quelquefois il a su affirmer son indépendance d'une manière ou d'une autre. Mais là, il affirme son indépendance ou il n'affirme pas son indépendance ? En fait, là, maintenant, il est en train de vraiment montrer à quel point l'Iran est capable de faire l'ingérence au Liban à travers le Hezbollah. Initialement, juste en termes de nature, quelle est la nature du Hezbollah ? Initialement, le Hezbollah a été pensé comme effectivement une structure paramilitaire. Il a été pensé par des militants chiites libanais comme une structure militaire qu'on a voulu penser comme une alternative en fait à la résistance nationale libanaise des années 70 pour combattre l'invasion israélienne de 82. Puis ensuite, ils se sont donné donc infiniment un bras politique dont le but était de défendre en fait les intérêts de la branche armée à la fois au Parlement, au niveau du gouvernement et lui assurer une couverture diplomatique. La popularité, pour rebondir sur ce que vous disiez, la popularité en fait, du Hezbollah au sein de la communauté chiite, elle s'explique assez facilement. Il ne faut pas oublier que la communauté chiite libanaise, pendant des décennies, a été une communauté des périphéries, et dans les deux sens, à la fois géographique et à la fois économique et politique. Et le Hezbollah a, à travers à la fois la libération du Sud-Liban en 2000 et puis la victoire de 2006 donc au moment de la grande offensive israélienne, en fait, a transformé cette communauté des périphéries en la communauté qui est au centre du jeu politique, au centre de l'identité nationale. Il lui a racheté une espèce de dignité. Il y a une redéfinition de l'identité collective, une Shiite Pride, qui fait qu'aujourd'hui, l'essentiel des chiites du Liban se sentent redevables au Hezbollah. D'accord. Et pourtant, Nadia, on peut être chiite et ne pas soutenir le Hezbollah. Oui, tous les chiites libanais ne sont pas des partisans du Hezbollah. Certains contestent même son hégémonie. On l'a vu à la fin du mois d'octobre quand on a assisté à une initiative assez inédite. Ce sont des personnalités chiites qui sont rassemblées pour former un collectif qui s'appelle l'Appel pour l'État et la citoyenneté. Ils se définissent comme libanais en premier, chiites en second. C'est un collectif vraiment très hétérogène qui est composé de personnalités chiites. Donc, on l'a dit, on y trouve des libéraux, des ex-communistes, des dissidents du Hezbollah, des journalistes, des intellectuels. Et leur but, c'est d'assécher cette popularité du Hezbollah dont on parlait, qu'ils accusent d'être un État dans l'État. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est incarner une troisième voie, celle d'un chiisme arabe qui ne serait pas sous la coupe des Iraniens. Alors, à défaut de pouvoir s'afficher comme laïque, ce que le système électoral ne permet pas, ils veulent relégitimer l'État et ils prévoient de tester leur poids électoral lors des élections qui sont prévues, on ne sait pas si elles vont se tenir, en mai 2018. Frédéric Ancel, est-ce qu'il y a la moindre chance pour que la popularité du Hezbollah s'effrite alors qu'elle a été galvanisée, on l'a vu par ce qui s'est passé en Syrie, les victoires en Syrie. Est-ce que ça laisse de la place pour une autre voie ? Je dirais que c'est un peu tôt, pour les raisons d'ailleurs qui ont été très très bien rappelées. Les chiites ont toujours été méprisés au Liban. D'ailleurs, entre parenthèses, pas seulement au Liban, mais là, le Hezbollah a capitalisé là-dessus pour s'armer d'abord, parce qu'aujourd'hui c'est une véritable milice, et d'ailleurs c'est la milice de loin la plus puissante, mais c'est une milice qui est même d'un point de vue militaire plus puissante que des armées nationales de la région, je pense notamment à l'armée jordanienne. Et qui a été efficace contre l'État islamique en Syrie, notamment. Qui a été efficace absolument, contre Daesh, qui a été efficace contre Israël naguère, contre l'État islamique aujourd'hui. Donc, malgré tout, vous avez toujours cette capitalisation là-dessus. Par ailleurs, il faut rappeler effectivement, vous avez raison de le faire, qu'un certain nombre de chiites n'étaient pas Hezbollah, ne le sont toujours pas. Je rappelle que la milice Amal a précédé le Hezbollah, qu'elle existe toujours. Alors, elle est très minoritaire par rapport au Hezbollah, encore une fois pour les raisons qu'on a vues, mais je dirais qu'avec la maturation politique d'un certain nombre de jeunes Libanais qui souhaitent la laïcisation de l'État, je n'ai pas dit l'athéisme, la laïcisation ou la sécularisation plus exactement de l'État, et donc par conséquent l'affaiblissement du confessionnalisme, il y a peut-être une chance à terme. C'est trop tôt. Moi, je pense, il faut bien que ça commence un jour, mais je pense que aux prochaines élections, ça sera encore relativement difficile de faire des scores très importants. On avait
déjà essayé, juste pour compléter, on avait déjà essayé en 2007, il y a eu un certain nombre de mouvements, il y a eu 3 en fait, qui ont essayé d'émerger justement pour faire contrepoids, suite notamment à l'étendue des dégâts en fait qui ont été occasionnés par la guerre de 2006. 3 courants chiites alternatifs ont essayé, qui étaient en fait portés essentiellement par des intellectuels et des universitaires, et il n'y a pas eu de relais au niveau de la population, ils n'ont pas réussi à construire un véritable appareil politique, ils ont vite été récupérés aussi par des ambassades occidentales, etc., ce qui a du coup nuit à leur crédibilité parce que ça nuit à leur authenticité. Et là, je pense en fait que le groupe là, qui vient de se mettre en place, malheureusement, va suivre. Vous lui prédisez le même avenir. Le même sort. Manas Chirali, est-ce que le Liban peut survivre économiquement malgré la fuite des capitaux saoudiens, puisque les Saoudiens ont appelé des investisseurs à ne plus investir au Liban, et puis aussi les ressortissants des pays du Golfe. On pense à ce qui s'est passé au Qatar, une sorte de blocus économique. Est-ce que tant que l'Iran est là, on peut espérer que le Liban pourrait continuer à vivre sans l'aide des Saoudiens, parce qu'en fait, tout l'argent de l'Iran passe par le Hezbollah et par le Hamas. Donc l'Iran est là, nos problèmes. Ça veut dire que la première ressource pour le Liban, c'est l'argent iranien. Cela dit, l'absence des fonds saoudiens, ça sera vraiment catastrophique pour les banques libanaises. Aurélie Daher lève les yeux au ciel. Absolument pas d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ouais. Le principal financement régional, c'est les Saoudiens, ce n'est pas les Iraniens. Les Iraniens mettent effectivement de l'argent, mais essentiellement dans la machine du Hezbollah, d'ailleurs dans la machine militaire, bien plus que dans l'appareil social. L'appareil social, lui, est appelé à faire du fundraising et à financer lui-même, en l'occurrence, toute son œuvre caritative. Ce que paye l'Iran, c'est les loyers, en fait, c'est les bâtiments et puis les salaires. Mais tous les programmes, tout ce qui est rediffusé, en fait, comme argent auprès de la communauté chiite vient d'un fundraising organisé par les chiites libanais. Mais exclusivement auprès de la communauté chiite, évidemment. Non, non, c'est quelque chose de transconfessionnel. Vous pouvez tout à fait aller vous faire soigner dans un hôpital du Hezbollah en étant chrétien ou en étant c'est une bonne nouvelle. Alors, on écoute le Premier ministre israélien, Frédéric Saïs. Israël et l'Arabie Saoudite, finalement, ont un ennemi commun, l'Iran chiite, et donc, par définition, le Hezbollah également. Écoutez ce que disait, suite à la démission de Saad Hariri, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Je pense que c'est un signal d'alarme pour que chacun prenne conscience que le Moyen-Orient est en train de vivre une tentative de l'Iran de le conquérir, de le dominer et de le subjuguer. Et je pense que les Israéliens et les Arabes, et je dis bien tous les Arabes et les Israéliens, sont d'accord sur une chose, nous devons faire attention. Nous devons arrêter cette prise de contrôle iranienne. Arrêter cette prise de contrôle iranienne. Frédéric Ancel, on dit souvent que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. On n'en est pas du tout là, évidemment, entre Israël et l'Arabie Saoudite. Mais est-ce qu'il y a quand même les racines d'un certain rapprochement, discret peut-être, mais réel ? Oui, de moins en moins discret, de plus en plus réel. Oui, c'est vrai. C'est vrai depuis un certain nombre d'années. D'ailleurs, Netanyahou était vent debout contre l'accord nucléaire des 5+1 et l'Iran, évidemment, du 14 juillet 2015. Alors, ce qui gêne beaucoup les Israéliens, c'est pas tant que l'Iran soit l'Iran, ni que la République islamique soit ce qu'elle est, mais ce qui les gêne, c'est qu'à la frontière nord d'Israël, autrement dit à la frontière sud du Liban, outre que le Hezbollah est déjà tout puissant, eh bien, il pourrait y avoir un développement au nord-est, c'est-à-dire sur le plateau du Golan. Et là, vous auriez finalement les forces du Hezbollah et pourquoi pas des officiers iraniens, il y en a eu beaucoup en Syrie contre l'État islamique, il y en a encore beaucoup d'ailleurs, qui finalement, de la Méditerranée jusqu'à la frontière jordanienne, donc tout le nord d'Israël, vous auriez effectivement une présence militaire iranienne extrêmement lourde. Un véritable arc. Et ça, les Israéliens, ils n'en veulent pas. Le redoutent. Donc, du coup, voilà, ça, ils le redoutent. Ça, ils le redoutent. Et de fait, on l'a dit, le Hezbollah aujourd'hui est extrêmement puissant, notamment sur le plan balistique. Donc, ils ont de quoi frapper Israël. Et de ce point de vue-là, puisqu'aujourd'hui, il y a une véritable guerre civile, en tout cas une guerre froide, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, eh bien, comme vous le disiez, l'ennemi de mon ennemi étant mon ami, les Arabes sunnites, je pense notamment à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, à l'Égypte, bien sûr, oui, sont plutôt du côté israélien face à l'Iran. Ce que reproche aussi l'Arabie Saoudite au Hezbollah, c'est quasiment de s'exporter un peu dans la région. Et ils accusent même le Hezbollah d'avoir agi au Yémen, ce qui est démenti par les partis, Manas Chirali. Et de toute façon, quand l'Iran soutient les Yéménites, enfin les rebelles yéménites, il est tout à fait possible que le Hezbollah soit présent sur le terrain. Donc ce n'est pas du tout un secret. En revanche, les deux axes qui sont sur place en train de s'affronter, ce sont des axes totalement réels et bien présents. Ils n'ont rien de discret ou caché. Il est possible qu'Israël intervienne comme en 2006 ?
Il est possible qu'Israël intervienne davantage en Syrie qu'au Liban. Parce qu'au fond, aujourd'hui, les lignes rouges, elles sont connues de part et d'autre. Et les Israéliens ont du Liban une double expérience, 82 et 2006, extraordinairement amère. D'une part. D'autre part, ils ont enfin compris que le Hezbollah n'est pas qu'un groupe, à leurs yeux terroriste, militaire, mais aussi un mouvement social très important. Donc on ne le déracine pas comme ça avec des chasseurs bombardiers. En revanche, en Syrie, où là, il y a une vacance du pouvoir, en tout cas une anarchie derrière le plateau du Golan, donc là on est bien au sud de Damas, et au sud-ouest de la Syrie, les Israéliens pourraient intervenir si des bases permanentes du Hezbollah-Iran devaient s'implanter. Quel est l'agenda du Hezbollah ? L'agenda, pour l'instant, par rapport à Israël, on est plutôt dans une logique. En fait, vous avez souligné le fait qu'Israël préférait en fait ne pas aller attaquer le Hezbollah au Liban. De la même manière, le Hezbollah l'a montré à un certain nombre d'occasions, n'a pas l'intention d'aller, on va dire, chercher des poux dans la tête des Israéliens. Si l'on regarde, par exemple, chaque fois qu'il y a eu des opérations extrêmement ciblées des Israéliens sur des convois militaires libanais, du Hezbollah en Syrie, soit le Hezbollah n'a pas répondu, soit le Hezbollah a réglé ses comptes avec les Israéliens en territoire syrien. Il n'y a pas eu d'opération, en tout cas transportée par exemple, transférée en territoire israélien ou même au Liban. Alors, le Liban n'a pas de Premier ministre. Le Liban a néanmoins un président de la République. Il est chrétien maronite. Il s'appelle Michel Aoun. C'est un grand sinusoïdal, un retourneur de veste. Il est inoxydablement dans la politique depuis au moins 35 ans. Voici son portrait admiratif, d'une certaine manière, par Thibault Nolte. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Tandis qu'une énième crise politique secoue le Liban, son président se montre optimiste. Alors faut-il réveiller Michel Aoun? À 82 ans, Michel Aoun dirige le Liban depuis 1 an après une vie à courir derrière le job. Dans le foutoir géopolitico-confessionnel libanais, notamment traversé d'une guerre civile de 15 ans et d'une vacance de pouvoir de 2 ans et demi, Mitch veut croire en la stabilité de son pays. Avant, on était déstabilisé par les Syriens en colère. Maintenant, c'est très équilibré entre les Iraniens énervés et les Saoudiens fumasses. Ouais, c'est ça, très serein, limite zen. Au Liban, c'est simple, c'est compliqué. Le pacte national de 1943 veut que le chef de l'État soit chrétien, le Premier ministre sunnite et le président du Parlement chiite. Et malgré ce casting imposé, Michou a dû intriguer, trahir et décevoir pour coaguler des groupes très sanguins. On s'adapte. C'est pas parce que quelqu'un veut jeter ta famille dans l'acide un jour qu'il faut lui faire la gueule toujours. Oui, on peut quand même bouder un peu. Le général d'artillerie Aoun a été formé dans la Marne et en Oklahoma. Ex-patron de la 8e brigade, unité qui enrôle chrétiens et musulmans, il est héros de guerre, devient président, multiministre, actif contre la présence syrienne au Liban, ce qui lui vaut 15 ans d'exil en France. J'adore la vie à Sucy-en-Brie. Quel joli nom. Je passe la tondeuse, je taille les rosiers, je fais des sudoku niveau 12. Niveau 4. Et encore, si je t'aide. Rentré en 2005, le chrétien se convertit aux acrobaties politiques. Le Hezbollah pro-iranien devient un ami. Le viscéral ennemi chrétien Samir Jaja aussi, tout comme Saad Hariri, l'œil de Riyad. Et voilà Mich, souverain d'une cour shakespearienne sous influence, rythmée par les alliances, trahisons et meurtres. Une vie de château de cartes. Merci Thibault Nolte et bravo Madame Aoun. Frédéric. Oui, il faut rappeler qu'au Liban, évidemment, la Constitution prévoit que les pouvoirs sont répartis selon les confessions. Le président de la République est un chrétien maronite, le Premier ministre est un musulman sunnite et le président du Parlement est chiite. À votre avis, Aurélie Daher, est-ce que la crise qu'on connaît actuellement peut fragiliser cette répartition ? Non, de toute façon, la répartition, toutes les confessions ont grosso modo manifesté leur attachement à la formule, même si elles ne représentent absolument pas le rapport des forces communautaires en termes de pourcentage de la population. Effectivement, à commencer par un Parlement qui est à 50% chrétiens, 50% musulmans, quand grosso modo dans la population on a à peu près 65% de musulmans contre 35% de chrétiens. Idem après dans la répartition entre sunnites et chiites, on a autant de sièges pour les sunnites que pour les chiites, alors qu'en réalité les chiites font à peu près entre 40 et 45%. Donc, malgré les incertitudes, ça va rester en place. Ça va rester en place. Et là, avec la crise, en fait, ça a été un test très intéressant parce que, comme vous savez, on a eu un compromis l'année dernière qui était absolument inespéré. Justement, cette grande alliance entre donc, les chrétiens de Michel Aoun avec les sunnites de Hariri et le Hezbollah. Finalement, l'alliance a tenu le choc.
face à la démission de Hariri. Il y a eu une vraie coordination et qui a empêché en fait l'implosion à l'annonce de la démission. Manaz Chirali, c'est un système qui avait été mis en place par les Français, je crois, à l'époque du mandat. Est-ce que les Français peuvent jouer un rôle? Emmanuel Macron a dû parler du Liban de manière affirmée quand il a été voir MBS. Franchement, je ne pense pas que la France puisse... La France peut se poser en tout cas, la arrangeur. situation est tellement compliquée en ce moment que la France ne peut pas faire grand-chose. Je ne sais pas, je demande en fait sous l'autorité de mes deux collègues, mais cela dit, il y a une présence massive des Américains sur place et la façon dont ils sont en train de gérer le Moyen-Orient, qui est extrêmement dangereux. De l'autre côté, nous avons l'Iran, la Russie et la Turquie sur un axe. Et tout ça, c'est tellement compliqué en ce moment que ce n'est pas un seul pays, ce n'est pas la France, ce n'est pas le Macron qui... Comme facilitateur ou comme pacificateur, Frédéric Ancel, est-ce que, bien sûr qu'il y a des boucs émissaires, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de consubstantiel au Liban qui est d'une part un problème de corruption, d'autre part un problème d'incurie politique, qui explique une fragilité qui mène le Liban à cette situation qui le rend encore plus vulnérable? Si, mais là, vous venez de donner les caractéristiques principales de la confessionnalisation. C'est-à-dire qu'un État central aux prérogatives clair, avec un niveau de conscience nationale de l'intérêt collectif, en quelque sorte, qui dépasserait les intérêts de chacun, particuliers, en tout cas de chaque groupe. Évidemment, alors ça ne serait pas forcément la panacée, mais ça éviterait à minima ce qu'on appelle, nous, la corruption, mais qui en réalité est un partage de portefeuille confessionnel. On y revient toujours. Alors le Liban n'est pas le seul cas de figure au monde. Simplement, effectivement, il a été, quand même, ce système a été constitué quand même par la République la plus laïque au monde, à savoir la République française à l'époque. Mais en même temps, ça épousait le schéma de la population locale. Le Liban n'a jamais été unifié sous une confession ou une ethnie, appelons ça comme ça. Donc je dirais que plus l'État sera fort, plus on aura des chances de voir advenir les conditions d'un affaiblissement de la corruption et de l'instrumentalisation depuis l'extérieur aussi. Le mot de la fin, merci tous les trois. On va retrouver messieurs Sardier et Saltiel à propos du référendum postal australien sur le mariage gay et les prix qu'ils croyaient prendre, en tout cas en ce qui concerne les Australiens, et à propos des États-Unis, terre inhospitalière pour les étudiants étrangers. Mais d'abord des intox, ce soir le numéro 2 du FN, Nicolas Bay, voit des djihadistes en liberté partout. Pardon, ça semble totalement absurde. Oui, ça l'est. Que deviennent les djihadistes français de retour de Syrie et d'Irak? Pour le frontiste Nicolas Bay, seule la moitié d'entre eux est identifiée et emprisonnée. Il s'en est à nouveau alarmé sur LCP. On a 240 djihadistes qui sont revenus, la moitié seulement ont été identifiés et sont mis derrière les barreaux, d'autres sont dans la nature. Nicolas Bay s'appuie sur des chiffres donnés récemment par le ministre de l'Intérieur devant le Sénat. Gérard Collomb avait affirmé qu'une grosse moitié des 240 djihadistes revenus depuis 2012 étaient emprisonnés. Mais cela ne signifie pas que tous les autres n'ont pas été identifiés, comme le dit Nicolas Bay. On se demande d'ailleurs comment le ministère pourrait compter le nombre de ces revenants sans les identifier. En fait, les djihadistes de retour sont interpellés et présentés au procureur de Paris qui décide, selon leur profil, de les placer en détention provisoire ou alors sous un contrôle judiciaire ou administratif par les services de renseignement. Ce qu'a confirmé le procureur de Paris, François Molins. On judiciarise aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ouvre des procédures pénales à l'égard de tous les mineurs pénaux de plus de 13 ans. 13 ans, oui, exact. Tout cela, ils ont vocation effectivement à être interpellés à leur arrivée en France, à être entendus. Le procureur a donné des chiffres différents de Gérard Collomb. Il a évoqué 398 revenants mis en examen, dont 260 en détention provisoire et 138 sous contrôle judiciaire renforcé. Mais toujours aucun djihadiste non identifié. Et toc. Bravo des intox. Bonsoir Thibault et François. Vous avez vu? Oui. C'est Frédéric Saïs. 8h16, France Culture tous les matins. C'est pas rien, hein. C'est un fin billetier, si je peux vous dire. Je comprends pas ce qu'il raconte. C'est trop dur pour moi. Alors, on va où, Thibault Sardier? On part aux États-Unis, aux States, 320 millions d'habitants, 20 millions d'étudiants. Et évidemment des universités prestigieuses comme Harvard ou Stanford qui dominent le classement de Shanghai des meilleures facs de la planète et qui attirent chaque année des étudiants du monde entier. Ils sont 1 million à étudier au pays de l'oncle Sam. Oui, mais voilà, la fête est probablement finie. C'est ce que révèle une enquête publiée hier par l'Institute of International Education. Les nouveaux arrivants sont de moins en moins nombreux. 3% de baisse en 2016, probablement 7% de moins encore cette année. Mauvaise nouvelle pour les facs évidemment, mais aussi pour l'ensemble du pays.
car l'enseignement supérieur, c'est un superbe outil de soft power, vous savez, Elisabeth, ce pouvoir qui ne passe pas par l'armée ou la diplomatie, mais par l'adhésion à la culture ou aux valeurs américaines. Des étudiants accueillis, ce sont donc des étudiants conquis, et c'est important pour comprendre la carte du jour, celle qui nous présente l'origine géographique des étudiants qui viennent aux États-Unis. Vous avez vu, et la carte aujourd'hui est belle. La moitié d'entre eux viennent soit de Chine, le grand rival politique et économique, soit d'Inde. Et si on élargit encore, 70% des étudiants étrangers aux États-Unis viennent d'Asie, un continent avec lequel Washington aimerait approfondir ses relations commerciales. Alors, est-ce l'arrivée de Donald Trump qui est responsable de cette défection étudiante ? Eh bien, difficile à dire, annonce avec prudence le directeur de l'Institut. Un honnête géographe. Oui. Voilà. Ne prenons pas de risques. Mais l'élection de Donald Trump n'a toutefois rien arrangé. Les Indiens musulmans, par exemple, s'inquiéteraient du Muslim ban, l'interdiction d'entrée aux États-Unis, imposée par Trump aux citoyens de plusieurs pays musulmans. Et difficile pour l'heure, évidemment, d'imaginer un changement de politique. Mais tout de même, les étudiants étrangers, l'an dernier, ont dépensé 39 milliards de dollars aux États-Unis. Il y a peut-être là de quoi faire réfléchir un petit peu le président. Mais en s'endettant sur 8 générations. Ah bah probablement, vous connaissez les frais de scolarité. Bien sûr, il n'y a pas un Français, t'as vu, il n'y a pas 1% de Français étudiants aux États-Unis. Cher François, alors c'est quoi ce référendum postal qui se passe en Australie, effectivement, où la question du mariage homosexuel se passe par voie postale, une consultation inédite. C'est un nouveau mode, comme ça les Australiens qui sont inscrits sur les listes électorales ont depuis le 12 septembre dernier l'occasion de se prononcer par courrier sur le mariage en répondant à cette simple question: la loi doit-elle changer pour permettre aux couples de même sexe de se marier? Le vote est terminé depuis le 7 novembre et à la surprise générale, mobilisation énorme, 80%, près de 80% de la population s'est déplacée. On croyait peu à ce mode de consultation, surtout auprès des jeunes. Le courrier, ça fait longtemps qu'ils ont oublié. Et puis certains pensaient que c'était une bonne manière d'enterrer le débat sur le mariage. Or, là-bas, en Australie, c'est une question cruciale. Et cette société australienne s'écharpe entre, d'un côté, les associations LGBT et puis de l'autre, les lobbies chrétiens. On a connu ça un petit peu ici. Les premiers à avoir attaqué, et encore toujours, c'est la Coalition for Marriage, un lobby catholique qui a lancé les hostilités avec ce spot, diffusé, attention, sur les réseaux sociaux, mais aussi à la télévision nationale. On regarde un extrait. School told my son he could wear a dress next year if he felt like it. Kids in Year 7 are being asked to role-play being in a same-sex relationship. You can say no. Oui, c'est pas exagéré du tout. Mais non, pas du tout. Une vision légèrement catastrophiste où on voit que les parents n'auraient plus du tout de contrôle sur la destinée de leurs enfants. Du côté du camp du oui, c'est on vrai, ne se laisse ils pas n'en auront plus abattre. Non plus du tout. À un moment donné, ils vont s'échapper, les enfants, peut-être même au sport, puisque le monde du sport s'est mobilisé du côté du oui, notamment avec la Fédération de football australienne qui a transformé son logo, le fameux AFL pour Australian Football League, qui se transforme en YES en signe de soutien. Et quand on connaît l'homophobie latente qui règne parfois dans les vestiaires de foot, on mesure ici l'audace de cette prise de position. Alors le résultat de ces courriers des électeurs sera annoncé demain. Selon un dernier sondage, il penche à 64% pour le oui. Restera alors aux députés de voter pour embrasser la cause du mariage gay. Qu'en pense le billettiste? Ce qui est dingue, c'est le professionnalisme de ces clips. En Oui, France, il y avait un certain amateurisme dans la lutte contre le mariage pour tous. Là, c'est très bien fait à l'américaine. Diffusé sur la télévision nationale, pas uniquement sur les réseaux sociaux. Il y a de très belles parodies aussi. Guettez-les, mes amis, guettez-les sur Internet. Bon, merci, mes amis. À suivre sur l'antenne, une soirée histoire avec Heinrich Himmler, qui sonde un documentaire, évidemment, une enquête qui sonde la trajectoire et les croyances de l'architecte de la solution finale nazie. À demain, 20h05. On se quitte en musique, Swad Massi et une chanson sur la Chouma, la honte, en honneur et en clin d'œil à notre première invitée, la formidable Nadia El Bouga. Tchuss. الريح ما يبسنيش لما نكذب عليك لازم نكذب عليك دراهم ما يخصونيش لما نكذب عليك لازم نكذب عليك